Bien, eh bien, bonjour et merci. D'abord, merci à toutes les personnes qui m'ont précédé, et notamment Jean-François Narbonne. Bon, il est parti, mais je pense qu'il a su captiver notre attention malgré le créneau horaire qui n'est pas forcément le plus facile de la journée. Ma présentation alors sera, comment dire, mon ambition est très limitée. Il s'agit surtout d'un témoignage. Le témoignage d'une démarche face aux risques chimiques dans un groupe qui s'appelle le groupe Massy. Donc, tout d'abord, je me présente brièvement. J'ai une formation d'ingénieur chimie à Lille, l'école des hautes études industrielles. Voilà, quelques mots de pub pour les Hauts-de-France et Lille en particulier. Mon parcours était dans l'industrie chimie organique, minérale, chimie des plastiques, transformation des matières plastiques, et puis depuis une dizaine d'années, le métal. J'ai exercé des postes dans l'industrie, en charge de production et de directeur de site dans plusieurs sociétés et régions de France et en Europe. Et donc, depuis 2008, j'ai intégré le groupe Massy, où j'ai été directeur du site situé à Mâcon. Mâcon, qui est aussi le siège social du groupe. Et d'ailleurs, si vous approchez à l'arrière-plan de ma photo, il y a la Roche de Solutré, donc une petite pub aussi pour la Saône-et-Loire. Alors, avant de vous parler de la démarche du risque chimique, quelques mots sur le groupe Massy. Alors, donc, si vous ne connaissez pas, je vais d'abord vous plonger dans le monde de l'emballage métallique, qui n'est pas forcément un domaine qui est très connu. Mais le groupe Massy, c'est une société qui a été créée dans la campagne de Saône-et-Loire, dans un village qui s'appelle Massy et qui se trouve à quelques kilomètres de Cluny. La société a été créée en 1911 et c'est un groupe industriel familial qui s'est bien développé. Je vous donnerai quelques chiffres par la suite. Notre ambition, c'est de promouvoir l'emballage métallique avec ses avantages pour que les consommateurs le prennent en considération et le choisissent. Pour y arriver, on s'est donné des missions. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu présomptueux, mais en tout cas, on a le sentiment, par les moyens de conservation, de protéger, de préserver ce que la nature nous donne, ce que nos clients transforment, et pour le transmettre aux consommateurs par des moyens sûrs, performants. On a des forces pour réussir cette mission. D'abord, nous sommes une structure indépendante, familiale. On pense être performant. On a une offre de produits qui répond aux demandes du marché. On a aussi des services qui sont dynamiques et qui, évidemment, nous ne sommes pas les seuls sur le marché, mais on a un point fort qui est la réactivité. Et on est persuadé d'avoir des valeurs et un esprit pour mener ces missions. Parmi ces valeurs, la sécurité. C'est porté, et je vous assure que je ne joue pas sur les mots. Il y a quelques personnes présentes dans cette salle qui connaissent le président du groupe Massy. Ce n'est pas un vain mot, c'est lui qui me fait avancer parfois sur des moyens auxquels je ne penserais pas. Alors, le groupe Massy, c'est une entreprise familiale, comme je l'ai dit. C'est la 4e génération de la famille Bin-Chandler qui est aux commandes de l'entreprise. Je vous laisse lire les chiffres de chiffre d'affaires et de salariés. Ça représente en nombre de sites une vingtaine de sites industriels dans le monde. Je vous laisse lire aussi les sites. Alors, il y a quelques sites commerciaux, mais les sites industriels sont principalement en France, en Espagne, au Portugal,
Canada, Toronto, le Pérou, avec Lima, la Russie, donc dans le sud de la Russie européenne, l'Inde, le Maroc. Je pense avoir rien oublié. Bon, nous travaillons dans le cadre de standards qualité, ISO 9001, ISO 22000 pour la sécurité alimentaire, CEDEX, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Alors, petite vision des produits que nous fabriquons. Donc, des emballages de la conserve pour les légumes, le poisson. Ça représente 7 sites de production. Les capsules. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on n'était pas les seuls sur le marché. Dans les capsules, nous sommes numéro 3 à l'échelle du monde. Et le nombre de capsules vendues se compte en milliards. Donc c'est environ 4 milliards de capsules, toutes dimensions confondues. Les aérosols, bon, là, il y a peu d'alimentaire, c'est essentiellement des applications de l'industrie. L'emballage industriel, donc là c'est très orienté utilisation de produits chimiques, vernis, pour des utilisations voilà, dans l'industrie. Et enfin, et c'est peut-être sous cet angle-là que le public, le consommateur peut nous connaître, les boîtes décorées. Donc vous avez sûrement dans vos domiciles des boîtes décorées pour du sucre en morceaux, pour des biscuits, des chocolats. Et parfois, il y a aussi le logo de l'entreprise frappé au dos de la boîte avec le logo Origine France Garantie. Et pour vous montrer un petit panel des entreprises pour lesquelles nous travaillons, donc des petites et des grandes. Alors, j'en viens au risque chimique. Si on évalue le risque chimique par les volumes et le nombre de produits, à l'échelle du groupe, ce risque est faible ou au pire moyen. Ça représente partout des utilisations dans les services maintenance et dans les équipes de contrôle qualité. Donc c'est relativement simple à maîtriser. Par contre, ce risque est beaucoup plus important sur les sites qui vernissent le métal et qui impriment. Donc le métal, je ne l'ai pas décrit, donc on utilise de l'acier étamé d'épaisseur entre 0,15 et 0,25, enfin, pour vous donner un peu la fourchette. Pourquoi doit-on vernir? C'est pour apporter une couche de protection par rapport aux produits qui sont ensuite en contact, ou pour l'extérieur par rapport aux agressions de l'environnement. Donc les deux processus, le vernissage, ça consiste à déposer un film de vernis de manière uniforme sur un côté de la feuille à la fois. Donc s'il faut mettre des deux côtés, c'est 2 passages dans la machine. On le cuit. Donc il y a une température de cuisson et une durée de cuisson. On évapore les solvants pour fixer cette couche de protection. Et cette couche est définie pour répondre aux fonctions attendues par le client. Cette fonction aussi dépend du produit qui sera conditionné. Donc, si on pouvait ne pas en mettre, ce serait parfait. Hein. C'est vraiment parce que c'est un besoin. Et il y a des applications pour lesquelles, dans le contact alimentaire, il n'y a pas de vernis. C'est par exemple le lait en poudre. C'est des boîtes en métal nu à l'intérieur. L'impression, donc, c'est un procédé offset avec des encres qui sont soit des encres UV sans solvant, donc avec une réticulation par la lumière UV, ou des encres conventionnelles, cette fois-ci avec des solvants. Donc ce sont les... Alors il y a 3 sites en France, un site en Espagne, un site au Portugal, le Canada et la Russie et l'Inde. Voilà, c'est les sites sur lesquels il y a au moins une ligne de vernissage. Ça représente des quantités assez significatives. Enfin, en tout cas, en France, par rapport au seuil de l'Adréal, on dépasse le seuil des 200 tonnes d'équivalent solvant et qui nous oblige à avoir des démarches maîtrisées. Alors, qu'est-ce qui est notre logique de travail?
dans ces deux types de procédés, tout d'abord, c'est de protéger les salariés et de protéger l'environnement. C'est notre volonté, c'est d'abord aussi notre obligation, qu'elle soit légale ou morale. Quelles sont les contraintes? Eh bien, en Europe, on a REACH, je ne développe pas. Maintenant, hors de l'Europe, il y a des équivalents de REACH. Je ne maîtrise pas tous les noms, mais voilà, si on va au Canada, on demande quels sont les équivalents et on a les réponses, ou ailleurs. Il y a le Code du travail, qui est, même au sein de l'Europe, il y a des différences d'un pays à un autre. Il y a les autorisations d'exploitation. Bon, en France, c'est l'ADREAL. Il y a d'autres organismes dans les pays où nous sommes implantés qui ont des démarches qui sont en général un peu plus simples que l'ADREAL en France. Enfin, en tout cas, pour ce que j'en ai vu. Et enfin, les contraintes, c'est aussi la fonction qui est attendue par nos clients sur les produits qui sont conditionnés. Et c'est peut-être l'une des contraintes les plus difficiles, parfois. Alors, il y a eu pendant un long moment, il n'y a pas eu de centralisation de cette action dans le groupe Massy. Chaque site faisait de son mieux, c'était un peu en fonction des contraintes locales. Ça pouvait être, par exemple, un inspecteur du travail qui était un petit peu plus agressif et d'autres moins. Bon, ça avait une incidence sur la rapidité de travail. Ça dépendait aussi de degré d'implication du responsable local. Bon, bref, la nature humaine, elle est là. Donc, au final, il y avait une forte diversité dans les organisations et dans les méthodes. Et le meilleur pouvait côtoyer le moins bon, ou le pire. Alors, le lien avec Quartz Safety, en fait, notre petite histoire a commencé même avant que ça ne s'appelle Quartz Safety. Voilà, il y a 3-4 ans, notre président a décidé de créer le poste de coordinateur sécurité dont il m'a confié la charge. Et l'une de mes priorités, ça a été d'harmoniser des pratiques sécurité. Alors, là, on est pour parler du risque chimique, mais c'est tout le reste aussi. Le reporting des accidents de travail. Je m'occupe aussi, tout à l'heure quelqu'un parlait des audits des assurances. J'accompagne aussi les assureurs dans les usines parce qu'effectivement, la protection incendie, c'est quand même intéressant aussi pour les salariés. Et l'incendie, le risque inondation, le risque électrique, enfin bref, tout ça, chacun le faisait au mieux de ce qu'il savait dans son coin, mais en tout cas, on n'avait pas défini de règles. Donc, l'une de mes priorités, ça a été de définir d'harmoniser des pratiques dans tous ces domaines que j'ai cités, mais notamment dans le risque chimique. Comme on ne peut pas tout faire en même temps, j'ai donné la priorité aux sites français parce que c'est quand même les bases de travail que je connaissais le mieux. Et la suite, pour aller au-delà de la France, il a fallu attendre un peu aussi des solutions qu'apportait Quartz et qui n'étaient pas forcément utilisables tout au début. En tout cas, pas dans la version qui était avant Quartz. En tout cas, cette étape nous a permis de repartir sur des nouvelles bases. Et voilà, je cite des choses que vous avez déjà dû faire déjà 10 fois dans vos périmètres, mais je le cite. Donc, on a évacué tous les produits, et alors, donc, pas seulement physiquement dans les ateliers, mais également dans nos bases qui étaient soit papier, soit Excel, tous les produits qui étaient toujours présents dans les listings, mais qui n'étaient plus utilisés, qui étaient avec différentes versions. Donc, gros travail de nettoyage, ça prend énormément de temps. Il a fallu passer par l'étape de formation des utilisateurs, par site, c'est souvent l'animateur ou l'animatrice sécurité, mais pas forcément, parce qu'on a des structures entre 300 personnes et 60 personnes, voire même 12 personnes, donc vous comprenez que l'organisation n'est pas du tout la même. On a tendance à être très polyvalent dans des petites structures. Donc la partie formation a été très importante. En tout cas, parmi les outils qu'a apporté Quartz Safety, ça a été la possibilité de consolider au niveau du groupe
multisites, mais également sur des sites présents dans différents pays. Cela nous a permis aussi, dans la démarche d'harmonisation, de travailler sur des différences d'approche qu'il y a localement. Tout à l'heure, Madame, vous citiez, que les différences de culture, bon, on est moins grand que vous, mais je le ressens, et sans aller bien loin. Parfois même, entre deux sites de Saône-et-Loire séparés de 30 km, il n'y a pas du tout les mêmes approches. Donc, c'est peu dire entre la France et l'Espagne ou un autre pays. En tout cas, ça nous a permis d'avancer dans cette démarche d'harmonisation. Aujourd'hui, l'outil Quartz Safety nous permet de travailler sur les contraintes nationales, bien évidemment, internationales. L'apport des langues, et j'attends la suite, Dimitri, en tout cas les versions linguistiques nous sont vraiment très très utiles. On a besoin des des modules d'explication des différents modules d'utilisation, parce qu'on ne peut pas être présent sur tous les sites en même temps. Il faut que les utilisateurs puissent être eux-mêmes à la recherche et trouver facilement les réponses à leurs questions. Donc cette extension, bon, on l'attend, mais le déploiement à l'international va se poursuivre. En tout cas, ça prend énormément de temps. Et si on veut que ça soit efficace, il faut être sûr que les interlocuteurs comprennent bien la démarche, utilisent les bons outils, et ça ne sert à rien de brûler les étapes pour devoir tout recommencer après. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions. J'avais une petite question. En fait, tout à l'heure, vous avez dit pour les laits en poudre, c'est là. Pour les laits en poudre, donc pour les bébés, c'est ce que j'ai compris. Il n'y avait pas de film plastique en fait sur la paroi métallique, et je voulais savoir pourquoi est-ce que juste pour le lait. Alors c'est pas un film plastique, c'est un vernis. Ah, le vernis. Je joue pas sur les mots, mais c'est pas la même chose. Alors nos vernis sont base polyester, époxy, parfois un peu base PVC, mais alors je suis pas, peut-être, j'ai pas toutes les informations pour répondre, mais peut-être que Véronique. Alors Véronique m'accompagne aujourd'hui, et elle est plus spécialiste sur produits chimiques que je ne le suis aujourd'hui. Oui, bonjour, moi pour Massy, je m'occupe de la partie conformité réglementaire, mais une fois la boîte formée, donc le contact alimentaire de nos emballages avec les aliments. Donc il n'y a pas de nécessité d'avoir un vernis, parce qu'en fait la poudre de lait n'est pas agressive, donc il n'y a pas de risque de corrosion en fait du métal. Il y en a sur le fond, par contre, si vous avez un fond ouverture facile, on est obligé d'en avoir un, mais pas sur la boîte métallique en elle-même. Ce qui n'est pas le cas des boîtes de conserve standard, puisque là les aliments en eux-mêmes, suivant l'acidité, etc., sont potentiellement agressifs. D'accord. Merci. Oui, bonjour, merci, c'était très intéressant. Merci. Du coup, par rapport toujours au contact alimentaire ou au contact produit, les tests de migration entre le contenu et le contenant sont à votre charge ou à la charge de votre client? Alors, en binôme. Et après, il y a l'aspect purement légal, et c'est la personne qui met sur le marché qui est responsable également. Ce moment dans la chaîne, il y a censé avoir une transparence et les données sont censées être fournies. Donc en fait, c'est un travail qui se fait du début des fournisseurs de matières premières pour les polymères qui rentrent dans la composition des vernis. Donc nous, on en prend une part, nos fournisseurs en prennent une part, les clients finaux en font une autre, puisque nous, on ne peut pas tester dans tous les aliments possibles et imaginables. On vend des capsules. Après, suivant qu'on mette des olives dedans ou des cornichons, etc. Mais bon, c'est un travail en fait qui se répartit un peu dans plusieurs acteurs. Et du coup, légalement, ces résultats de tests de migration contenu-contenant sont publics? Elles peuvent être publiques? Alors, public, vous ne les trouvez pas sur Internet. Non, oui, il faut demander aux fournisseurs. Mais nous, on les donne à nos clients, qui les donnent à la grande distribution, voilà, etc. D'accord.
Après, je ne sais pas où est-ce que je pense que le consommateur final n'y a pas forcément accès. Et après, je pense que de toute façon, non, c'est pas, mais après, enfin. Mais C'est toujours pareil, je pense qu'il faut quand même comprendre en gros le sens des migrations et ce qu'on en tire du résultat, parce que c'est aussi, sinon, ça rejoint certains problèmes de toxicologie où on tombe dans N'importe quoi. n'importe quoi. Après, nous, en usine, notre responsabilité, c'est de respecter les conditions de mise en œuvre. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, dans le terme, j'ai expliqué le vernissage, chaque mot était vraiment très important. Hein. Une couche uniforme, évidemment le bon vernis, parce que déjà il ne faut pas se tromper, le couche uniforme, cuite à la bonne température, sur la bonne durée, et là il y a des contraintes qui nous sont imposées pour être bien adapté à la fonction de protection qui est choisie par rapport au type d'aliment qui est ensuite protégé. Vous avez un budget R&D important chez Massili, du coup, je suppose. R&D, alors, on ne fait pas vraiment de R&D, on est plutôt en accompagnement on se fait aider de nos fournisseurs, de nos clients. On ne crée pas des produits. Peut-être dans des boîtes décorées où c'est vraiment très particulier, c'est une niche, ça. Mais une boîte à conserve pour du légume et du poisson, déjà, la plupart de ces produits sont vieux comme l'industrie en France. Hein. Puis ensuite, on est dans des évolutions de forme, un peu de marketing, de design. Mais la partie R&D, elle est... je ne sais pas si comment tu veux On réinvestit quand même une certaine somme, mais on travaille... c'est plus au départ un métier de la métallurgie, puisque c'est des fabricants de boîtes d'emballage mécanique. Donc la R&D se fait plus à ce niveau-là, sur soit des nouveaux emballages, soit des réductions d'épaisseur qui peuvent avoir d'autres contraintes techniques après au niveau de la protection intérieure qui doit supporter aussi un peu moins de métal, etc. etc. Mais nous, chimiquement parlant, on n'a pas de R&D. Est-il toujours vrai que l'acier concurrence nettement l'aluminium de par le fait que vous pouvez le mettre à des épaisseurs tellement faibles qu'au niveau poids, il est compétitif et prix de revient aussi? Je pense dans la boîte de conserve ou le pack de boisson. Alors, après, c'est plus un problème de marché. Par exemple, en France, il y a beaucoup de boîtes de conserve poisson qui sont en aluminium. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, en Espagne ou ailleurs. Mais c'est plus une philosophie, une histoire et une acceptation qu'il y a eu que maintenant des contraintes soit budgétaires, soit techniques. C'est vraiment... Il n'y a plus une différence significative entre les deux.